On avait beau lanterner en disant on l'a oublié, etc. Moi j'étais le neveu de la famille, j'étais venu pour des raisons de santé, et ça tombait très bien en plus parce que j'avais un petit voile au poumon, donc ça tombait très bien. Mais c'était crédible, mais mon certificat de baptême, 0. Ce qui vient que pour échapper, on m'a ramené à Lyon. Et là, j'ai connu, je veux dire, vraiment le pire. Exemple, ce releveur du gaz qui vient un jour à la maison, comment tu t'appelles? Comme je changeais de nom presque tous les jours, parce que avec les parents qui avaient des responsabilités dans la résistance et tout, ce jour-là, je m'appelais Bronzin. Le type cherche dans son calepin, je ne trouve pas Bronzin. Et comment tu t'appelles? Bronzin. J'avais 10 ans, hein. Bronzin. Vraiment, je ne trouve pas Bronzin, mais on a tous deux noms. Quel est ton autre nom? Et avant, comment tu t'appelais? Etc., etc., etc. Jusqu'à ce que je me souvienne que la mémé dans la Savoie, au Moncel, m'avait dit, si un jour on vient t'embêter, tu parleras de monsieur le curé. Et au type, moi, le gamin de 10 ans, je lui dis, écoutez, vous savez ce qu'il dit mon curé, hein, cherche et tu trouveras. Le type, il a plié son calepin et il est parti. On a appris plus tard que c'était un agent de la Gestapo. Donc le soir même, on m'emballait et je repartais au conseil. Mais c'est pour donner l'idée de ce que c'était cette époque-là. C'était quelque chose. Alors, ce que je peux retenir, moi, c'est que j'ai eu une vie heureuse, d'enfants heureux. J'étais intégré dans une famille. Il y a d'autres gamins dans mon cas qui sont tombés dans des familles où ils n'étaient pas heureux du tout. On a une amie à Nice qui a fait 13 maisons d'accueil, en servant de boniche, en servant de ceci, en servant de cela. Bon, moi, j'ai vécu une enfance tout à fait heureuse. D'ailleurs, ma copine elle est un peu jalouse. Ça marque, forcément. Oui. Et voilà, ce qui fait que c'était ça pour moi la Savoie. Pour moi la Savoie, c'est très particulier, c'est en même temps un havre de paix, c'est l'endroit où j'ai pu vivre. Et c'est d'autant plus remarquable que je ne savais pas, moi, pourquoi on me cachait. Bon, juif, je savais pas ce que c'était. J'ai dit, mon grand-père, il est venu ici, c'était un révolutionnaire athée. Donc, mon père, ma mère étaient athées. Moi, j'étais la 3e génération d'athées. Qu'est-ce que c'est juif? J'en sais rien. Et il a fallu que ce soit un gamin dans le village qui était caché aussi. Ça, je ne sais pas s'il était caché par les soins de ma mère ou pas. Mais qui m'a dit, t'as pas le droit de chanter Maréchal Nous voilà. Parce qu'on chantait Maréchal Nous voilà en classe. On commençait par ça. T'as pas le droit, et pourquoi j'aurais pas le droit? Puisque l'instituteur, enfin le maître, on disait à l'époque, le maître m'a pris à part pour me demander de chanter plus fort que les autres. Donc je voudrais bien savoir pourquoi j'aurais pas le droit. Ben parce qu'il y a 2 juifs dans le village, il y a toi et il y a moi. Ce qui était quand même relativement étonnant et courageux de la part du gamin, qui devait avoir un an de plus que moi, de m'annoncer que lui était juif. Il m'annonçait à moi, mais moi j'en savais rien, et bon, lui, il m'annonce comme ça en disant donc t'as pas le droit. J'ai un peu réfléchi, et puis je me suis dit que, bon, entre mon copain et le maître, il fallait que j'écoute le maître. Voilà, c'est simple. Et ce gamin a pour moi une importance extraordinaire, c'est qu'il a disparu, emmené dans une bagnole noire, une traction avant, par des gens qui étaient en fait des bandits, parce que, je veux dire, la LVF recrutait les bandits de grand chemin. Et quand Aloïs Brunner, qui était le commandant du camp de Drancy, est venu lui-même à Nice et en Savoie pour rechercher les Juifs, et aussi quand il en trouvait des résistants, il y a des nazis français qui l'ont aidé. Et des nazis français qui faisaient ça, pas pour chercher les Juifs, mais pour se saisir des biens. On peut se demander ce qu'il voulait un gamin, mais bon, c'est comme ça. Ils l'ont embarqué et on ne l'a plus jamais revu.
Donc voilà. Ce qui fait que pour moi, il a une importance fantastique. J'étais toujours ou le premier ou le deuxième en classe. Et c'était lui qui était soit le premier, soit le deuxième. Et du jour où il a été embarqué, j'ai plus voulu reconnaître l'école. J'ai plus voulu travailler à l'école. J'ai plus voulu rien faire. Ce qui fait que grâce à lui, eh ben, à 16 ans et demi, j'étais au boulot. Et que si en fait, j'ai continué quand même mes études, ça a été le soir, en sortant pas, en n'allant pas au ciné comme les autres, etc., etc. On faisait du sport, les copains sortaient ensuite au ciné, moi je rentrais bosser. Et c'est au syndicat que je le dois. Parce qu'au syndicat, on m'a dit, t'as pas le droit de gâcher ta vie comme ça, tu vas étudier. Et c'est au syndicat qu'on m'a dit ça. Il y avait encore cette volonté à l'époque Oui, d'éducation. Tout à fait. Bon, il faut dire que bon, à 17 ans, j'étais membre de Jeunesse communiste, j'étais syndicaliste, j'étais déjà membre du MRAP. Oui. Et c'est important. Alors, c'est vrai qu'un jour, je reviendrai pour parler du syndicalisme à proprement parler, parce que là, c'est aussi tout un tas d'aventures. Oui. Et ça, c'est prévu, hein, si ça ne t'embête pas, que je revienne un autre jour. Et donc, voilà, tu viens de parler du MRAP. Donc, quelques années en fait après la guerre, tu as adhéré, enfin tu fais partie de ce mouvement. On peut dire plus ou moins quand même que tu l'as vu naître, ou en tout cas tu en as vu les premiers. Soyons précis par rapport à ça. Je t'ai parlé du MNCR, Mouvement National contre le Racisme, né en 1941 en réponse aux lois de Vichy. Il a été créé par qui? Il a été créé par des résistants majoritairement communistes et juifs. Et c'est normal. Le racisme à cette époque-là, c'était l'antisémitisme. Et donc, ma mère était au MNCR. Ce qui fait que, en fait, tout naturellement, gamin, j'ai assisté à des réunions à la maison. Je ne suis pas allé chercher le mouvement. J'ai assisté à des réunions chez moi. Charles Palan, président fondateur, était là. Albert Lévy, le secrétaire général fondateur, était là. Et les réunions, elles se faisaient avec un gamin qui soit était viré, savait qu'il allait être viré et se mettait sous la table où il y avait une longue toile cirée pour écouter ce que les adultes disaient. Soit on l'autorisait à rester. Je dirais que c'est vrai qu'à partir du moment où j'étais un peu plus autonome parce que j'allais plus à l'école et je travaillais, donc on m'a permis de rester. Donc, et c'est Charles et c'est Albert et c'est mes parents qui m'ont dit, bah écoute, voilà ce que c'est, le MRAP, si tu veux t'en occuper. Alors le MRAP, il était donc au départ MNCR. Mais c'était une époque où l'ensemble des associations démocratiques juives, parce que le MNCR était quand même majoritairement juif, l'ensemble des associations démocratiques juives avaient énormément souffert parce que leurs cadres avaient été fusillés, déportés, etc., etc., n'étaient plus là. Parce que, et ça c'était pas seulement au niveau du racisme, mais c'était vrai au niveau du sport, c'était vrai au niveau du théâtre, le groupe Volmark par exemple, oui, les dirigeants avaient disparu, donc. Et il y avait d'autres associations similaires, non juives, et le Parti communiste qui était à l'origine des deux créations disait, je vous y oblige pas, mais ça serait bien de fusionner parce qu'on trouverait des cadres en nombre suffisant pour faire marcher les associations, etc., etc. Ça a été une erreur fondamentale. Parce que finalement, aujourd'hui, d'organisations juives, démocratiques, il n'y en a plus. Il ne reste plus que des associations juives gérées par les rabbins.